Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Après les préparatifs, ce petit format me permet de chroniquer notre grand voyage pour lequel nous sommes partis fin août 2024. Vous savez tout de la préparation d'un tel projet. Désormais, je vais vous raconter comment ça se passe sur les routes, nos belles découvertes, mais aussi nos doutes et nos galères. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de belles vacances en famille. En temps normal, moi c'est vraiment les vacances d'avril que je préfère chaque année, donc j'espère que pour vous c'est le cas. Bon, pour nous cette année c'est sûr que c'est un peu différent puisqu'on n'a pas eu d'hiver. Je n'ai pas le même plaisir, disons, à enfin sortir de ma tanière et profiter du printemps. Même si, bon, je ne boude pas mon plaisir. Et donc là, on est aux États-Unis et après la Polynésie, on a quand même quitté l'été et retrouvé de la neige, donc et des températures plus fraîches, même si on a eu beaucoup de chance. Donc voilà, c'est un petit bout de printemps pour nous aussi et c'est quand même très agréable. Alors dans cette nouvelle capsule, c'est quand même la 3e en un mois, je trouve que je bats des records en ce moment. Je vais prendre le temps de répondre aux sujets qui m'ont été soumis sur Instagram. Donc quand je vous avais demandé ce dont vous vouliez que je parle, j'avais posé la question sur mon compte perso en story, donc sur Nous 4 et le monde, et j'avais pas eu beaucoup de retours, mais finalement, heureusement, vu tout ce que j'ai à raconter en temps normal, et puis bon, dès qu'on lance sur un sujet, j'enchaîne quoi. Du coup, c'est très bien. Donc un grand merci pour les suggestions. Donc j'ai eu trois suggestions de sujets. Et je vais commencer par une question que mon beau-frère m'a posée. Merci Naïl pour ta question. Il m'a demandé si j'avais fait des choses que je n'avais jamais faites. En fait, quand la famille est venue nous voir aux Philippines à Noël, pour moi, ça m'a fait énormément de bien de passer du temps avec des gens qui ont un peu moins l'habitude de voyager. Parce qu'ils voient tout avec un regard nouveau, parce qu'ils s'émerveillent de choses pour lesquelles nous, c'est pas qu'on est blasé, mais c'est moins merveilleux parce qu'on a déjà vu. Et donc, franchement, ça m'a donné vraiment un élan de fraîcheur, quoi, de me dire, mais profite plus, même si t'as déjà vu. Rends-toi compte que c'est extraordinaire. Ça nous a fait du bien, en vrai. Et alors, Naïl, mon beau-frère, lui, il a plusieurs fois dit pendant ce voyage, mais allez, Flo, t'as jamais fait ça. Chiche. Et donc, par exemple, je me souviens une fois, là, il me dit, t'as jamais sauté dans une grotte? Parce qu'aux Philippines, on avait fait une excursion et puis à un moment, il y avait une grotte dans les roches karstiques. Il y a souvent des grottes. Elles sont pas toujours accessibles, mais quand même, c'est pas rare qu'elles le soient. Et là, avec une piscine dans cette grotte, mais on voyait pas le fond. Et le guide nous dit, pas de problème, vous pouvez sauter. Non, moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Déjà, sauter d'un peu haut dans une piscine, là, dans les cascades et tout ça, moi, je fais pas ça. Et alors là, quand tu vois pas le fond, le trou, il est pas si large. Bref, je suis pas chaude. Et lui, il m'a un peu challengé, quoi, en disant, mais t'as jamais fait ça? Et c'est vrai que profitons un peu de ce voyage pour faire des choses qu'on n'a jamais faites. Je trouve ça génial de se challenger un peu. Et alors, depuis, j'ai souvent pensé à lui. Et oui, il y a des choses qu'on n'avait jamais faites, que je n'avais jamais faites, et je me suis challengée un peu pour le faire. Alors il y en a sans doute pas mal, mais là, ce qui me vient tout de suite, c'est quand même faire une rando de 20 km dans la montagne avec 850 mètres de dénivelé positif. Ça, j'avais jamais fait. Nous, ça, je vais vous l'expliquer là dans un article, et je l'ai dit sur Insta plusieurs fois, nous, on n'est pas des marcheurs, quoi. On n'est pas des randonneurs, on n'est pas des grands sportifs tout court. Nos enfants détestent marcher. Et donc là, les 20 km en montagne, pour nous, c'est quand même un petit défi, quoi. Donc, voilà, on a fait ça. Et ça, c'était un truc de fou. J'avais jamais fait. Et sinon, aussi, du coup, dans un environnement naturel incroyable. Alors, on avait déjà nagé avec des raimentas, Ludo et moi, avec une raimanta. Et j'avais été terrorisée à l'époque, terrifiée, pas terrorisée, mais vraiment j'avais peur quand même, quoi. J'avais été terrifiée parce que une raimanta, c'est énorme. C'est un animal qui fait au moins 3-4 mètres d'envergure. Elle a une gueule énormissime. Bon, elle ne mange que du plancton, hein. Elle est parfaitement inoffensive. Même sa queue est inoffensive, alors que d'autres raies
ne sont pas 100% inoffensives, hein, mais la raie mentale est tout à fait inoffensive. Mais j'étais terrifiée, quoi, de voir cette grande gueule. Et puis elle faisait des tours sous nous. On était dans l'eau et moi j'étais au-dessus. Et il y avait des gens qui plongeaient un peu plus bas, parce qu'elle était quand même plusieurs mètres plus bas. Il y a des gens qui plongeaient un petit peu pour la voir de plus près. Alors moi j'étais en mode panique, les bras recroquevillés sous moi. Et donc là, à Maupiti, en Polynésie, on a eu l'occasion de replonger avec des raies mentales, nager, parce qu'on fait pas de plongée, hein, c'est du snorkeling. Et là, j'ai osé, quoi. J'ai osé y aller. J'ai vraiment nagé avec elle. J'ai essayé de la suivre. Alors, il faut savoir qu'une raie mentale, en un coup d'aile, ça vous met la distance sans problème. Hein. Donc, j'avais pas de palme, donc j'étais juste au-dessus d'elle, à bonne distance quand même. La visibilité était incroyable. Et je la suivais, et c'était fantastique, quoi. Et j'étais beaucoup moins terrifiée. Et un truc, par contre, que j'ai fait, ça, je n'avais jamais fait, parce que aussi, pareil, j'avais un petit peu peur, c'est nager avec des requins. Là, c'était il y a quelques jours à Fakarava. Il y a pas mal de requins à Fakarava. Il y a des requins pointe noire, évidemment, ça on en trouve partout dans les lagons de Polynésie. Eux, ils sont tout à fait inoffensifs. Il y a des requins gris, il y a des requins citrons. On entendait parler de requins marteaux, mais bon, ceux-là, je sais pas trop. Et donc là, on s'est retrouvés en snorkeling, un snorkeling exceptionnel à Fakarava, entouré de requins. Il y en avait... Par moment, un moment, il y en avait 5-6 qui arrivaient de front vers moi. Et là, je dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était des requins pointe noire. Et dans l'eau, il y avait au moins un requin gris, mais assez gros quand même. Et ça fait un petit quelque chose, quoi, parce que c'est énorme. Autant faire du snorkeling au-dessus des petits poissons, des petits coraux et tout ça. Bon, même si avec des poissons, il y a un poisson qui m'a attaqué la cheville l'autre jour, un baliste. Bon, on sait qu'on est 10 fois, 100 fois plus gros qu'eux, 1000 fois plus gros qu'eux. Donc, ça fait moins peur. Mais là, les requins, c'est pas la même. Ils sont plus gros que nous, quoi. Donc, même si on te dit, oui, ils sont inoffensifs, t'inquiète pas, bah, quand même, je sais pas. Et donc, ça, j'avais jamais osé faire. Même dans notre précédent voyage en Polynésie, à chaque fois qu'il y avait des requins pointe noire, j'étais soit dans le bateau, soit sur le bord, aller regarder tout ça. Je trouvais ça très joli de l'extérieur. J'avais jamais osé aller avec eux. Et donc là, c'était incroyable. Cette sortie, je sais pas, on en avait 40, 50, je sais pas. Énorme. Ils tournaient autour de nous. Voilà. Eux, en fait, ils faisaient leur truc. Hein. Ils n'avaient rien à faire de nous. Mais donc voilà. Merci Naïl pour ta question. On continue à essayer de faire des choses qu'on n'a jamais faites en se disant on n'a jamais fait ça. Allez, chiche. Sans pour autant prendre de risques inutiles. Hein. On n'est pas des casse-cou. Vous l'avez compris. On est des gens très raisonnables dans la gestion de notre vie quotidienne. Donc en fait, on n'est pas des casse-cou. Mais aux Philippines, Ludo et Alexis, ils ont sauté dans les cascades avec les cordes et tout ça. Bon, nous, ça, avec Adrien, on les regarde. De toute façon, il faut quelqu'un pour prendre des photos, des films. Donc voilà, donc nous, on reste un petit peu en dehors, mais voilà, on essaye de continuer à s'émerveiller, à faire des choses qu'on a jamais faites parce que l'occasion est trop belle, quoi. Les deux autres sujets m'ont été soufflés par Coralie, qui est plus connue sur Instagram sous le nom des Globetrotters. Donc c'est aussi une famille qui est en tour du monde cette année. Et vraiment merci beaucoup Coralie pour les deux sujets que tu m'as soufflés parce que je pense que je n'y aurais pas vraiment pensé spontanément. Alors qu'à mon avis c'est des questions que les voyageurs ou les futurs voyageurs se posent un peu. Donc le premier sujet concerne les manques qu'on ressent après plus de 6 mois de voyage. On a rencontré il y a quelque temps des voyageurs, une famille aussi, avec qui on a fait le Tongariro en Nouvelle-Zélande. Ils en étaient aussi à 6 mois de voyage, à peu près comme nous. Et elle me disait que en fait, rien ne lui manquait. Et elle se demandait quand est-ce que ça allait arriver, quoi. C'est pas normal. Eh bien, honnêtement, pour moi, c'est un peu pareil. En vrai, il me manque vraiment pas grand-chose. Bon, évidemment, je dirais pas non à une bonne baguette de pain, parce que bon, là, partout, on voit des French baguettes, mais en fait, c'est dégueulasse. Donc, oui, mais bon, il faut croire que je suis pas comme tout le monde. Parce que point de vue nourriture, je pense qu'il y a énormément de gens qui répondent le vin, le pain, le fromage, la nourriture française, la raclette. On n'a pas mangé de raclette cet hiver. Bon, moi, je manque vraiment de rien à ce sujet-là. Ça m'est égal. Bon, je vous en avais déjà parlé dans une précédente capsule. Pour moi, c'est pas un sujet, la nourriture. Ça m'est un peu égal, quoi. Alors, par contre, c'est un sujet pour Ludo. Donc lui, en Australie, il était au paradis. Ça n'a duré que 3 semaines. En Nouvelle-Zélande, c'est un tout petit peu différent parce que même si on trouve quand même de tout, les prix étaient assez élevés. Et puis en Polynésie, là, c'est quand même pas si simple en fait de faire ses courses entre ce qu'il n'y a pas
Et ce qui est hors de prix, voilà, il y a des contraintes. Donc Ludo, je lui ai demandé ce qui lui manquait. Lui, c'est lié à la nourriture. Il a dit les fruits et les légumes. Ça lui manque beaucoup. Les yaourts, voilà, enfin, des petites choses simples, mais auxquelles on est habitué en France. Et bon, c'est vrai qu'on se rend compte quand même que manger des fruits et légumes bons, c'est un luxe. Hein. C'est un luxe, et avoir le choix, mais même de fruits et légumes de saison, quoi. Hein. Je vous parle pas de manger des tomates en hiver, quoi. C'est assez un luxe. En Asie, on en trouvait très peu. Finalement, bon, après c'était compliqué de cuisiner, de se lancer dans de la grande cuisine, quoi. Mais et ici, même les fruits, quoi, en Océanie ou en Polynésie. En Polynésie, c'est dingue, quoi. À part les noix de coco, les mangues dans certains endroits, le fruit de l'arbre à pain, mais on n'en mange pas comme ça. Enfin bref, c'est très limité le choix finalement. Donc on se rend compte qu'en France, on a vraiment une variété hyper agréable, vraiment. Ce qui me manque le plus à moi, donc, si c'est pas la nourriture, c'est du temps. Alors, je sais que ça peut sembler un peu paradoxal, mais finalement, on a toujours des choses à faire. Donc, je manque clairement de temps pour travailler. Bon, moi, j'aime ça. Et je manque de temps pour ça, pour préparer les destinations suivantes. Franchement, là, c'est toujours en last minute, quoi. Enfin, plus ou moins, on a des idées, il y a des choses qui sont organisées pendant quelques semaines déjà, des choses qu'il faut prévoir à l'avance. Mais sinon, vraiment, les itinéraires, ils se font un peu à l'arrache. Alors heureusement, moi, ça fait des années que je suis des familles de voyageurs, donc j'ai pas mal de choses dans ma tête en vrai. Mais quand même, on n'a pas trop le temps de potasser, de préparer les destinations vraiment au fur et à mesure. Et sinon, au-delà de travailler et puis de travailler entre guillemets pour le voyage, juste rien faire, juste lire, même ça, en fait, j'ai pas le temps. Donc on pourrait peut-être simplement décider de nous poser plus longtemps dans certains endroits pour récupérer ce temps. Mais deuxième manque, je n'ai plus la maîtrise de mon temps. Alors je parle pour moi là, parce qu'en fait je suis jamais seule. Donc ce que je fais de mon temps est aussi décidé par mon mari et mes enfants. Donc pour moi qui travaille habituellement à la maison et qui est donc souvent des moments où je suis seule, ça c'est un vrai changement quoi. Et j'espérais secrètement que les enfants profiteraient de la présence de leur père pour me laisser un peu tranquille. Mais non. Mais force est de constater qu'après 7 mois de voyage maintenant, le shift n'a toujours pas eu lieu. C'est impressionnant le nombre de fois dans la journée où ces enfants disent « Maman, 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 je sais que vous me comprenez toutes ». C'est dingue. C'est assez dingue. Et pourtant, nos enfants sont grands. Ils ont 10 et 12 ans maintenant. Donc, je ne sais pas si ça s'arrête un jour, en vrai. On verra. Et pour les enfants, eux, qu'est-ce qui leur manque le plus après 6 mois de voyage? Donc, je leur ai posé la question aussi. Alors, eux, c'est un petit peu différent. C'est pas de temps dont ils manquent, c'est d'espace. Il leur manque leur petit espace, leurs petites affaires dont ils ont l'habitude, leur petit cocon, en fait, la chambre, etc., avec des petites habitudes. Par exemple, le jeune fils, il écoute souvent de la musique. Juste, il fait rien dans sa chambre et il écoute de la musique, il adore ça. Et bien là, il n'a pas vraiment d'endroit pour faire ça tranquille, quoi. Donc c'est plus en termes d'espace, leur Lego leur manque et leurs copains bien sûr. Je crois que leurs profs leur manquent un peu aussi. Ils en auront le bol de faire l'école avec moi. Soi-disant, vous n'allez pas le croire. Soi-disant, je suis pas assez amusante. Bon, c'est dingue ça. Et pour nous tous les 4, notre vie sociale d'avant-voyage nous manque un peu aussi. Alors, je vais pas dire qu'on n'a pas de vie sociale en voyage parce que c'est pas vrai. On rencontre vraiment beaucoup de gens, que ce soit des locaux ou d'autres voyageurs. Il y a des gens avec qui on passe du temps et en vrai, on n'est pas souvent seul. Mais des gens qu'on connaît et qui nous connaissent et avec qui on a des discussions sur la marche du monde, sur comment ça va vraiment, qui nous racontent aussi comment eux ils vont, les enfants, etc., ce qu'ils font pour les vacances, d'autres discussions que le voyage finalement qu'on est en train de vivre. Mais ça manque un peu quand même. D'ailleurs, je lance un appel à nos proches. N'hésitez pas à nous raconter en fait votre vie, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que je constate ça que nous on raconte beaucoup. Forcément, on vit quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui nous sort du train-train quotidien, c'est sûr. Mais en fait, ça nous intéresse aussi de savoir ce qui se passe dans la vie de tous les jours de tout ce qu'on aime, quoi. Donc ça manque un petit peu. Et donc, pour ça, on sera très heureux, évidemment, de retrouver nos familles et nos amis à notre tour. Mais je voulais quand même aussi souligner que pendant le voyage, du coup, on s'est fait de très bons amis.
Et ça, je l'avais pas tellement anticipé parce que nous, on est un peu des gens un peu pudiques, un peu réservés. On se lie pas très facilement d'amitié. Mais là, on a eu le temps, en fait, avec des voyageurs avec qui on a passé plusieurs jours. Il y en a qu'on revoit à intervalles réguliers, je vous en ai déjà parlé. Et donc là, avec ces gens-là, forcément, on passe au-delà des traditionnelles discussions de voyageurs. Donc, les traditionnelles discussions de voyageurs, c'est vous êtes parti quand, vous avez fait quoi, vous faites quoi après, c'est quoi dans les prochains jours, est-ce que tu as des conseils pour telle ou telle destination. Enfin bref, ça tourne que autour de notre expérience, quoi. Et avec des gens qu'on revoit régulièrement, du coup, on a bien leur itinéraire en tête, on ne re-raconte pas à chaque fois les mois précédents, et nous non plus. Et donc, on passe à des échanges amicaux, où on se raconte nos vies, et on parle de tas de sujets, et ça vraiment, ça change tout. Et je pense que ça aussi, ça nous permet de moins souffrir du manque de nos proches, évidemment. Donc, je dirais que globalement, quand même, depuis 7 mois qu'on est sur les routes, il n'y a vraiment pas grand-chose qui nous manque. Après, ça dépend aussi des périodes, évidemment, et ça dépend des pays où on se trouve, bien sûr. Bon, là, c'est sûr que là, on est sur une séquence de 3 mois dans des pays occidentaux, même s'il y a des différences culturelles fortes, mais entre l'Océanie et maintenant les États-Unis, voilà, on a retrouvé des repères. Je vous en ai largement parlé dans la dernière capsule. Donc, quand on va passer en Amérique du Sud, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont nous manquer, mais je ne sais pas quoi. Et enfin, le dernier sujet qu'on m'a donc soumis et aussi soulevé par Coralie concerne le couple en voyage et la promiscuité de la famille. Alors moi, j'avoue que c'est pas une question que je me pose souvent. Seulement quand je vois que d'autres en parlent, d'autres familles sur les réseaux qui en parlent ou qu'on rencontre, qui peuvent nous dire que la promiscuité n'est pas toujours facile, etc. Là, du coup, je me mets à réfléchir sur notre situation, mais c'est vrai que de moi-même, c'est pas un sujet qui me vient à l'esprit, même si, évidemment, j'ai rapidement finalement effleuré ce sujet juste à l'instant quand je vous dis que je manque de temps et je manque de maîtrise sur comment j'occupe mon temps, parce que je suis tout le temps avec mon mari et mes 2 enfants. On touche à quelque chose là, mais c'est sûr que je ne suis jamais seule. D'un autre côté, franchement, je trouve que c'est une chance assez formidable, de mon point de vue, même encore après cette fois de voyage, être avec eux là, être tout le temps avec eux 3, je trouve que c'est top. Juste avant le départ, j'y pense assez souvent. Là, on avait passé quelques jours chez ma belle-mère. Et on se chamaillait pour je ne sais plus quel sujet, d'ailleurs lié au voyage. Et elle lui disait, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous supporter pendant 1 an. Tout le reste, ça va bien se passer, mais ça, finalement, ça se passe très bien. Moi, j'ai jamais douté de ça. J'avais pas d'appréhension sur ce sujet. D'ailleurs, notre compte Insta, il s'appelle Nous 4 et le monde, parce que précisément, c'est ce qu'on cherchait. Du temps à nous 4, à la découverte du monde. Mais on voulait, on cherchait ça, quoi, une bulle pour passer du temps tous les 4 ensemble, parce que dans le quotidien, on est aspiré par 1001 trucs. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on cherchait, donc on est servi, ça c'est sûr. Bon, alors après, pendant le voyage, là, cette fusion familiale n'a pas été une évidence dès le départ. Je vous en avais parlé, on a eu besoin de quelques semaines pour un peu trouver notre rythme. Je dirais, on a eu besoin de 2 mois à peu près, de 2 à 3 mois. J'en avais déjà parlé, mais le début du voyage a été un peu compliqué pour notre plus jeune fils, qui vivait vraiment mal la promiscuité. Il a besoin d'espace, ça c'est clair. Il a besoin de son espace vital, il a besoin de respirer. Aujourd'hui, il nous dit qu'il adore dormir avec son frère. Donc voilà, l'évolution. J'aurais pas parié un centime là-dessus par contre. Donc ils se disent que qui vont peut-être un peu se manquer, quoi, être dans 2 chambres séparées au retour. Que d'un côté, ils sont super heureux de retrouver leur espace, mais que finalement, ce sera plus aussi évident que ça, et qu'après, chacun va reprendre ses activités, ils auront beaucoup moins de temps pour jouer ensemble et tout ça. Donc, je pense que là, on a gagné un truc, ça c'est sûr, entre deux, c'est assez génial. À voir comment ça se passera au retour. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on a remarqué là, à être tout le temps tous les 4. C'est le fait que les enfants s'immiscent dans nos conversations tout le temps. Alors, ils ont 10 et 12 ans, donc ils sont assez grands, ils comprennent plein de choses, ils s'intéressent à plein de choses, donc c'est génial évidemment. Ils entrent dans un âge aussi où ils ont hâte de devenir grands. Donc en fait, ils écoutent tout ce qu'on dit, parce que alors pour eux, être adulte, c'est génial, ils en ont ras le bol que les adultes décident pour eux.
Et donc, ils se gênent pas pour intervenir dans nos conversations tout le temps. Quand on se chicane un peu avec Ludo, ils interviennent. Alors, c'est surtout mon fils aîné qui siffle à la fin du game parce que lui, il en a marre, quoi. Il aime pas trop les conflits, il aime pas quand on se fâche, etc. Alors, il nous dit toujours, hop, 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 ça suffit, là, vous faites un bisou. Allez, hop. Bon, souvent, sur le coup, quand on est énervé contre son conjoint, bon, ça énerve un peu encore plus, mais quand même, en fait, il a raison, hein, parce que on va pas rester fâché éternellement. Les échappatoires sont assez limités de toute façon. Il faut continuer les voyages à quatre, donc voilà. Il faut vite se pardonner et puis passer à autre chose parce que sinon, ça devient très très compliqué. Le fait aussi d'être toujours ensemble, bon, nos enfants discutent beaucoup sur les consignes, les moments pour faire l'école, les moments où on leur demande d'arrêter de jouer à la tablette, etc. Bon, c'était déjà des fins négociateurs avant le voyage, mais alors là, j'ai l'impression qu'on est passé à un autre niveau. Et pour autant, je le vis moins mal. Enfin oui, je le vis beaucoup mieux que à la maison dans la vie quotidienne, parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent mieux quand on atteint les limites. Ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment très rare quand ils poussent le bouchon trop loin et qu'on doit se fâcher. Et ça, je crois que c'est vraiment parce que grâce à tous ces mois passés ensemble, ils ont appris à mieux nous connaître. Et de la même façon que nous aussi, on a appris à mieux les connaître, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle quand on parle de ça, du coup, parce que eux maintenant, ils nous dépeignent exactement avec nos qualités et nos défauts. Enfin, c'est assez rigolo, quoi. Concernant la vie de couple, alors c'est vrai qu'elle passe un peu en second plan pendant ce voyage parce qu'on a peu de moments à deux. J'avais entendu un témoignage avant le départ d'une famille qui réussissait à coucher ses enfants tôt, genre vers 20h, 21h comme à la maison, et donc ils avaient leur soirée à deux. Bon, pour nous, c'est pas du tout le cas. Les enfants se couchent plutôt vers 22h, 22h30, et ils se lèvent quand ils se réveillent tranquille, quoi. C'est quand même rare qu'on mette le réveil finalement. Mais du coup, on passe toutes nos journées, toutes nos soirées ensemble, et on a peu de moments à deux. Donc récemment, on s'est créé ces moments à deux avec Ludo, et c'était vraiment super chouette. C'était en Polynésie, donc par 2 fois, on a laissé les enfants au bungalow, et nous, on est partis en balade à vélo, en amoureux. Alors, pour qu'ils ne trouvent pas le temps trop long, on les autorise à regarder un film, et puis sinon, ils jouent ensemble. Interdiction de jouer à la tablette, par exemple, quand on part comme ça. Bon, parce que sinon, ils font que ça. Donc, c'est pas le deal. Donc, bien sûr, on peut faire ça parce qu'ils sont suffisamment grands pour qu'on les laisse tout seuls quelques heures. Et les 2 fois où on est parti comme ça, on est parti faire quelque chose que eux n'avaient pas envie de faire. S'ils avaient envie de faire la balade avec nous, ils seraient venus. On n'a pas fait ça parce qu'on avait besoin de passer du temps ensemble. On en a profité, quoi, parce que l'occasion se présentait et que nous, on avait envie d'aller faire des balades à vélo et que eux n'avaient pas envie. Et donc voilà, on a dit ok, c'est pas grave s'ils font pas ça. Et du coup, avec Ludo, on a pu parler de plein de choses sans être interrompu. Donc c'était un vrai bonheur. Et c'était chouette parce que finalement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moments où on peut se dire comment ça va, revenir sur ce qu'on a vécu jusque-là, faire un point sur ce qu'il faut préparer pour la suite. Enfin, voilà, parler un peu de tout ça. C'est assez rare finalement qu'on ait le temps de le faire. Donc vraiment, c'était très très chouette là, ces 2 après-midi. On était en Polynésie, on était sur un rythme très très tranquille, chouette bungalow où les enfants pouvaient jouer, sortir tout leur Lego et tout ça. Je n'ai aucune idée de si cette configuration va pouvoir se reproduire à l'avenir, mais on en a bien profité en tout cas. Et en ce qui concerne l'intimité du couple, qui est aussi une vraie question, il y a une limite que nous, on n'a jamais franchie, c'est celle de ne pas dormir ensemble. On a aussi entendu des témoignages de familles où les couples ne dorment quasiment jamais dans le même lit parce que les enfants ne veulent pas dormir ensemble dans l'autre lit, donc ça se passe mal, etc. Donc ils font un parent avec un enfant. Pour nous, ça c'est inenvisageable. Il y a quelques exceptions où, quand on a carrément des logements séparés, on se dit on est prêt à le faire. En Indonésie, c'est arrivé plusieurs fois en fait. En plus, c'était le début du voyage. On avait des chambres ou des bungalows séparés, vraiment. Et notre plus jeune fils, il n'était pas trop serein. En plus, c'était le début, donc il avait moins confiance aussi, je pense. Ça serait un peu différent maintenant. Mais donc là, on avait failli faire un parent, un enfant. Mais finalement, son grand frère avait su se montrer suffisamment rassurant et on n'avait pas eu besoin de faire ça. Mais
de manière générale, c'est quelque chose d'important pour nous, quoi, de pouvoir garder cette proximité physique en dormant dans le même lit. C'est déjà qu'on partage vraiment tout avec nos enfants, quoi, tout le quotidien. Si en plus on n'a pas ça, on serait vraiment que des parents et des voyageurs. Enfin, on n'est jamais tout seul, on peut jamais être à deux. Enfin, ce serait vraiment compliqué. Donc voilà, on se dit que c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. Même si c'est qu'un an, finalement, il y a plusieurs niveaux de vie ensemble. Et il faut que tous ces niveaux soient comblés, donc on essaie de faire en sorte que ce soit le cas. Et puis, on a aussi régulièrement des appartements avec des chambres séparées. Donc là, chacun retrouve un espace. Et c'est vraiment, en fait, c'est appréciable pour tout le monde, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Donc voilà, en gros, pour les 3 sujets qui m'ont été soumis. Merci beaucoup pour vos questions. J'espère que ça vous a intéressé. Je me rends compte que c'est des sujets que je n'aurais pas spécialement abordés de moi-même, alors que je le vois régulièrement passer chez d'autres familles et parfois dans des interrogations, ça aurait été une erreur. En tout cas, si vous avez d'autres sujets comme ça qui vous, dans la vie quotidienne en voyage, etc., que je n'ai pas encore abordé, ou vous voulez savoir un peu où est-ce qu'on en est après ces 8 mois de voyage, etc. Au fur et à mesure que le voyage avance, évidemment, les choses évoluent, donc je reviens pas toujours sur des sujets que j'ai déjà abordés, mais peut-être que je devrais. Enfin bref. N'hésitez pas en tout cas à m'écrire. Le plus facile, c'est sur Insta, soit Parents Voyageurs, soit Nous 4 et le Monde, ou alors sur le blog. Vous savez que toutes les capsules sont regroupées dans un article avec un petit résumé à chaque fois et vous pouvez m'écrire en commentaire. Donc n'hésitez pas. En plus, franchement, c'est très très riche, quoi, ce partage et ces échanges qu'on a ensemble. Donc s'il y a des questions que vous vous posez, des sujets que vous voudriez que j'aborde, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je vais peut-être de nouveau un petit peu espacer les prochaines capsules. On verra selon les sujets que vous allez m'envoyer ou ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines. On va arriver très bientôt dans le dernier acte de notre voyage, c'est-à-dire la découverte de l'Amérique du Sud. Voilà, j'espère que vous serez toujours en rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao. Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le Monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!